Bonjour à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. En ce jour, mercredi 22 octobre, je vous dis bonjour. Et nous allons nous entretenir pour 20 minutes, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Je voudrais saluer tous nos abonnés, leur dire merci pour les cœurs et les partages. Surtout les 2 jours-là, vos cœurs stabilisent toutes mes vidéos. N'oubliez jamais aussi de partager. Dans ce petit direct, je reviendrai sur un étonnement, parce que je suis très étonné, très surpris. Je comprends un peu ce qu'on appelle souvent la géopolitique, tout ça là, mais ce qui m'étonne, c'est lorsque on distingue, on choisit, on favorise celui. Comment vas-tu? Mariam Ba, comment vas-tu, ma chérie? Et deuxièmement, je profiterai pour dire merci à Sidi Suleiman et dire merci encore une fois, parce que voilà, encore une fois, le monsieur est venu confirmer ce que nous disons en longueur de journée. Parce que si cela ne vient pas des personnalités comme ça, les gens vont continuer à dire que nous sommes des frustrés, c'est rentré patati patata. Et franchement, nous allons lire des textes ici qui montrent encore une fois que non seulement nous avons perdu nos mines, mais en plus, nous ne gagnerons plus jamais dans les mines avec Mamadi, même après 20 ans. Même s'il restait pour 20 ans, nous n'aurons rien dans la gestion ou dans cet argent. Rien, absolument rien. Isaac, merci beaucoup. Roja, comment vas-tu, chérie? Donc, chers compatriotes, partagez. Je vais d'abord commencer par Sidi Suleiman. Pourquoi je dis merci à Sidi Suleiman? Vous l'avez écouté, le monde entier a écouté ce monsieur. Ce qui n'est pas surprenant, c'est que vous venez confirmer comment les gens obtiennent des décrets dans ce pays-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un poste dans ce pays-là? Vous le confirmez sagement. Parce qu'il faut respirer Mamadi, il faut manger Mamadi, il faut prier Mamadi. C'est-à-dire, il faut que ta température soit Mamadi. Mon cher pays là, soirée, comment vas-tu? Pour bénéficier d'un poste ou bien vivre dans ce pays-là. C'est comme ça aussi la Guinée. Mais comme nous autres là, nous n'allons pas respirer Mamadi, nous n'allons pas vivre Mamadi, nous n'allons pas manger Mamadi parce que nous sommes allés au moins à l'école, ou bien nos parents nous ont bien éduqués, et pourtant, nos parents ont sacrifié leur vie pour qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Voilà pourquoi nous n'allons pas faire comme vous le faites aujourd'hui. Et pourquoi je le dis? C'est parce que Mamadi Doumbouya qui est là, au moins à cause de sa situation, l'électronique, l'Android, la technologie, aujourd'hui, nous a offert toutes les chances de connaître qui est qui. Et cette technologie aussi nous donne plus d'informations sur le passé de toutes les personnes dans le monde. Donc, connaissant ce type, connaissant son passé, il faut être un mouton ou un alphabète pour s'agenouiller devant ça.
Il faut être quelqu'un qui a perdu tous les repères pour se mettre à genoux comme ça, pour ce type-là. Je vais prendre 2 ou 3 exemples, M. Sidi Souleiman. 2 ou 3 exemples. Ce type-là est allé en Europe. Arrivé en Europe, comme toute personne normale qui a un souci pour son avenir, hein, prend son temps d'abord pour se régulariser, c'est-à-dire faire de sorte que d'abord pour être en conformité avec les lois du pays d'adoption. Lui, il ne l'a pas fait, M. Sidi Souleiman. Je dis bien toute personne normale qui a un souci. Vous comprenez? Ami, de quoi vas-tu, mon ami? Ça, c'est un. Deuxièmement, ce monsieur s'est pas préoccupé de normaliser sa situation dans le premier pays où il a été pour la première fois. Pire que ça, M. Sidi Souleiman, il s'est transformé en dealer. Quelque chose qui lui a coûté une condamnation et puis un mandat. M. Sidi, parce que vous êtes allé à l'école, vous avez fait le droit. Écoutez, M. Sidi Souleiman, vous avez fait le droit. Et si moi j'avais fait le droit là, c'est que ça allait chauffer. Vous avez fait le droit. Nous nous entendons dans le monde, on dit, s'il vous plaît, lisez le droit. Parlons, dites la vérité, rien que la vérité. Regardez, dites la vérité. Ah, on dit non, ce que vous faites là, c'est pas le droit. Le droit n'a pas dit ça. Ça là n'a pas dit ça. Tout ça là, c'est dans le droit. On dit n'a pas dit ça. Vous avez fait ça, hein? C'est un rappel. Hamidou Koumamatou Mariam. C'est comme ça. Mais Sidi Souleiman, hein, il a quitté ce pays-là. Il est revenu en France où il s'est transformé en filaire. Vous connaissez la filature. C'est le travail de la police scientifique, les renseignements, qui font la filature. Et vous savez ce qu'il faisait, M. Sidi Souleiman, en France? Il était chargé de dénoncer, parce que lui étant dealer, étant un narcotrafiquant, il a été choisi, sélectionné, parce que la gendarmerie française sélectionne nos compatriotes africains, pas les Guinéens seulement, pour filer les gens. C'est voilà l'activité qu'il a commencé en France. Et c'est l'activité-là qu'il a envoyée dans la Légion étrangère. Mais Sidi Souleiman, vous savez aussi, dès qu'on rentre dans la Légion étrangère, on abandonne tout ce qui concerne toute ta vie, tout ton passé. C'est-à-dire, c'est comme si on effaçait ta mémoire, on réactualisait ta mémoire. Voilà, Sori Sanka est là, le frère là. Parce que, je rappelle, vous êtes un très bon cadre. Hein. Je le rappelle, vous êtes un très très bon cadre. Je vous le dis. Sauf que, hein, c'est autre chose. Là, mais comment va-t-il? Donc, c'est dans ce travail-là, dans la Légion étrangère, là où il a échoué encore. Tellement qu'il n'a pas le baraka. C'est à cause de ça, quand j'entends les gens dire qu'il est béni, Baraka Doumbouya, Baraka Mamadi, ça me fait pitié. Ça me fait rire, quoi, en fait, M. Sidi Souleiman. Ça me fait rire. Baraka Doumbouya, s'il était, il a échoué dans la Légion étrangère. Et vous savez, la Légion étrangère, quand tu ne réponds pas aux normes, on te remercie. Et là-bas, tellement qu'il a habitué à son ancien métier, il a continué, il a continué son ancien métier. Et ça, il était poursuivant, il est poursuivi en France. Vous comprenez? Et comme ça, il est parti. Il est parti dans un autre pays. C'est de là, de l'Allemagne à l'Angleterre, c'est de l'Angleterre de rentrer en... Non, il ne peut pas vivre parce que partout où il est, il ne peut faire que ça, M. Sidi Souleiman. C'est-à-dire, tout ce qui est incorrect là, tout ce qui n'est pas conforme à la loi là, il est habitué à ça. Je ne sais pas si vous me comprenez, Sidi Souleiman. C'est-à-dire, comme on m'a dit, quand on dit en pula, ou manikakano, aïdjole ou dit. C'est-à-dire, iti, ata adjo mafali.
Voilà. Donc, partout où il est, c'est ça seulement qui est encore votre Bachir. C'est ce qu'il sait faire, quoi, au fait. Comme il a vu que ça ne peut pas, maintenant, il ne peut plus aller dans un autre pays. Il ne peut pas aller dans les pays de l'Est. Parce que dans les pays de l'Est, là, tu t'habitues à ça, là, tu es foutu. Monsieur Abla Conte, merci beaucoup pour ça. Vous comprenez? Tu es habitué à ça, et puis tu es foutu. Est-ce que vous comprenez? Donc, M. Sidi Suleiman, voilà un de vos parents ici, Conte, je pense que nous parlons d'ethnocentrisme ici, qui vient mettre son éducation sur ma page. Est-ce que vous comprenez? Et là, il est rentré en Guinée. Il est rentré en Guinée. Nous avons eu pitié de lui. Je dis bien pitié de lui. Et tellement que Dieu sait, c'est-à-dire Dieu sait ce qui est vraiment la vérité. Seul Dieu détient la vérité. Qu'est-ce que Dieu nous a montré? Quand il a été recruté, on dit, bon, on va vous confier ce jeune homme-là. Paix à son âme, le général Khalifa Diallo. Hein? Non, il faut le laisser, il faut le laisser. Voilà, il faut le laisser. Moi, quand je vois des petits sous comme ça, je passe, quoi, parce que je passe. Est-ce que vous comprenez? Donc, comment il s'appelle? Excusez-moi, comment il s'appelle là? Et Khalifa Diallo, paix à son âme, a fait 3-4 remarques au ministre de la Défense pour lui dire que non, ce type-là, vraiment, il n'est pas assis dans la tête, il n'est pas équilibré. Nous l'avons pris, l'envoyé au Sénégal. Comme c'est un légionnaire là, c'était bienvenu, parce que c'est eux-mêmes qui l'ont aidé. On l'a envoyé au Sénégal pour une petite formation. Du Sénégal, on l'a envoyé partout pour se former un peu. Parce que tellement on voulait le prendre. Donc, en résumé, c'est pour vous dire. J'ai retracé, j'ai fait juste sa petite histoire pour vous, M. Sidi Suleiman. Parce qu'apparemment, vous ne connaissez pas ça. Vous comprenez? Ça par rapport à M. Elas Soudalen Diallo, qui est opposant dans ce pays-là, qui est un citoyen de ce pays-là, qui n'est responsable de rien dans ce pays comme mal. Parce que c'est ce que M. Soli Sankar dit comme ça là. J'ai parlé des pays de l'Est. Il est intellectuel, il connaît. Vous savez, les pays de l'Est là sont réputés des pays de trafiquants. Là-bas, là même, ça dit, c'est les sanctuaires du trafic mondial. Là-bas, si tu n'es pas conforme à les lois, là, mais c'est-à-dire, on règle les comptes à la seconde. Il n'y a pas de pardon là-bas, quoi. Il n'y a pas de pardon là-bas. Vous comprenez? Oh. Donc, c'est ce monsieur-là aujourd'hui, vous étant intellectuel, un homme de droit, reconnu, réputé dans ce pays-là, vous venez vous plier, c'est-à-dire vous mettre à genoux, hein, vous mettre à genoux, et puis vous laissez amadouer par ce type-là. Vous êtes aujourd'hui procureur. C'est ce qui me fatigue, c'est ce qui me travaille. Parce que je vous connais personnellement. Vous comprenez? Oh. Je connais. Attendez, je vais aider un peu les Kaloumka là. Vous comprenez? Mais c'est ici le Suleiman. Avant de continuer, je vais vous dire quelque chose. Nous allons changer cette histoire de Basse-Côte, de Kaloum. Nous allons changer cette histoire. Je vous le jure, monsieur Sidi Suleiman, ce qui nous fatigue dans ce pays-là, c'est quand certains pensent qu'ils sont faiseurs de roi dans ce pays-là. Après notre combat contre Mamadi Doumbouya, ce sera le second combat. C'est-à-dire nous allons transférer toutes les institutions, les répartir partout dans ce pays-là. Il faudra changer ça pour ne plus qu'il y ait problème avec ceux qui pensent être propriétaires de ce pays-là. Vous savez, la dernière nomination là, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça, c'est nos erreurs. C'est les erreurs de Benito, ça. Lorsqu'on disait qu'il nommait seulement les mandingues. Mais la dernière nomination, elle a nommé que les gens de la Basse-Côte, presque. Nous n'allons pas rester dans ça. Mandingue, Basse-Côte, Forêt ou Peul. Non, ça ne peut plus continuer. Nous allons d'abord récupérer le pays. Les méritants, là,
c'est eux qui vont occuper des postes dans ce pays-là. Ce petit calcul-là, surtout voilà un illettré, quelqu'un qui ne répond à aucun... C'est-à-dire, Doumbouya ne répond à rien dans ce pays-là de conformité à la loi. C'est lui aujourd'hui qui se permet de faire ces calculs politiques-là. Il y a quoi? Et qui l'autorise et qui le favorise dans ça là? C'est vous. Je prends les Mourara Souma. Hein? Qui a perdu toute crédibilité dans ce pays-là. Regardez l'économie de ce pays. Qui ne fait que payer le sous-directeur de la Banque mondiale qui vient de nous dire que l'économie guinéenne est stable, que le niveau de vie des Guinéens soit... J'étais dépassé. J'étais dépassé. Hein. Le sous-directeur, je dis bien, le sous-directeur de la Banque mondiale dit clairement, c'est-à-dire un responsable, que le niveau de vie des Guinéens est rehaussé, que le niveau de vie des Guinéens là est au top. C'est regrettable. Attendez, je ne suis pas en train d'inventer. Attendez, je pense que j'ai le document ici. Je vais lire ça pour tout le monde. Je vais lire ça rapide. Voilà ici. Voilà ce qu'il dit. Heureusement, c'est un Africain. Voilà. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Écoutez très bien. Ousmane Diagana, c'est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et voilà ce qu'il dit. J'ai dit bien le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Voilà ce qu'il dit. Nous avons constaté que ces dernières années, il y a eu des améliorations significatives dans la baisse de la pauvreté en Guinée, dans la baisse de l'inflation en Guinée, dans l'amélioration des services, etc., etc. Mais ce n'est pas un hasard. Écoutez très bien, il dit que ce n'est pas un hasard. C'est le résultat, hein, c'est le résultat des réformes qui ont été faites ou annoncées. Hein? Vous comprenez? Nous réitérons notre volonté ferme à rester aux côtés de la Guinée qu'il faut féliciter. Vous avez vu ça? C'est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest qui dit ça. Nous qui vivons en Guinée, nous à qui la Guinée appartient là, actuellement là, ceux qui sont en Guinée ou avec les pleurs là, toutes les revendications là, partout il y a un problème dans ce pays là, lui il vient nous sortir ça pour dire que oui, le niveau de vie, hein, l'inflation, tout est correct. Vous trouvez ça normal? S'il n'y a pas de mains, des dessous derrière ça, vous pouvez confirmer ça avec moi? Non. Monsieur Alubari, comment allez-vous? Je passe. Mais, Monsieur Sidi Souleymane Ndiaye, Monsieur Selouda Diallo, à qui vous demandez avec toute une force à Mamadi Doumbouya de l'empêcher d'être candidat, de ne pas tomber dans le piège de Gbagbo contre Robert Gueye. Vous savez, pour toi, tu as joué un rôle essentiel. Voilà. Tu sais ce qui me fait rire? Gbagbo n'est pas Selouda Diallo. Et quand je regarde la situation datant en ce temps-là, et le cas de la Guinée, les deux situations sont extrêmement différentes. Vous comprenez? Parce que Robert Gueye n'a pas exclu quelqu'un. Il n'a pas exclu quelqu'un. Vous comprenez? N'a pas exclu. Et pourtant, Doumbouya, lui, il a exclu tout le monde. Et ils sont en train de fabriquer plus de 50 candidats libres à une élection. Des candidats indépendants, du moins, à une élection. Plus de 50 candidats indépendants. C'est-à-dire, ils prennent la candidature indépendante comme un acquis. C'est différent, messieurs. Et parce que nous avons entendu, mais pourquoi on n'en parle pas? Nous avons appris qu'il y a des Occidentaux qui ont demandé à Doumbouya de repousser la présidentielle pour permettre de revoir certaines choses. Nous avons appris que l'IFDG, hein, parce que c'est ce qui a été dit, hein,
On veut simplement laisser M. Dalin, excusez-moi, ceux qui font l'air publicité sur ma page, là, attention, attention. Monsieur, c'est-à-dire on demande à Doumbouya, dans un cas échéant, de permettre à Cellou d'être candidat. Maintenant, toi, tu es venu mettre en garde Doumbouya de ne pas accepter cela, parce que s'il accepte, c'est que c'est fort probable que le RPG, les forces vives, se rallient derrière Cellou pour rien au monde faire partie de Doumbouya, comme le cas de Gbagbo. Parce que le cas de Gbagbo, tout le monde s'est rangé derrière Gbagbo pour dire non, que le militaire là doit partir. C'est ça. Je vais vous dire quelque chose. Cellou Dalein Diallo n'a pas besoin de coups de pouce de quelqu'un. Et c'est vrai. J'ai dit, non, j'ai pas dit M. Ba, c'est pas ça. Voilà. Non, vous avez mal, c'est Parjurba, c'est un malinqué, Parjurba quoi. C'est là, bas. C'est-à-dire gros, voilà, Parjurba. Donc, Cellou n'a pas besoin d'un effort, monsieur Sidi Suleiman. S'il vous plaît. Restez tranquille. Si ce monsieur-là avait besoin de l'aide d'un plus, il aurait fait la guerre en Guinée depuis. Oui, s'il avait besoin d'un plus, il aurait fait la guerre. Il serait aujourd'hui non responsable de beaucoup de choses. Il a refusé. Les gens l'ont proposé de rendre le pays là, ingouvernable d'une autre manière. Mais il a toujours joué le rôle d'un opposant. Quand il conteste quelque chose, il appelle à manifester. C'est un droit. C'est un droit. Maintenant, toi qui cherchais ce poste-là, tu l'as obtenu, non? Moi, je sais, c'est clair net, dans les jours à venir, là, tu vas commencer par libérer certaines personnes dont je tais leur nom ici. Je sais. Mais moi, je te le dis, Cellou n'a pas besoin de cet effort-là, de l'aide par rapport à ça. Maintenant, pour terminer la partie là, j'ai vu les soutiens de RFI, qui met en doute ta déclaration, parce que j'ai entendu RFI dire qu'il reste à vérifier l'audio, c'est-à-dire il reste à... Mais attendez, qui ne connaît pas ta voix dans ce pays-là? Même vos partisans, parmi vos partisans, la personne n'a contesté l'audio. Mais c'est RFI qui est de l'autre côté là, qui contesta l'audio, qui mettait en doute l'audio. Pour eux là, que l'audio reste à vérifier, mais attention. 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 Mais, attendez, j'ai vu les commentaires en bas là-bas pour dire à RFI, mais c'est sa voix. Ou bien on va faire appel à Charles White, parce que Charles White a beaucoup de tes audios, hein, Charles White. Tu es quelqu'un... Moi, j'ai jamais vu un juge imprudent plus que toi. Tu n'es pas prudent, hein, tu n'es pas prudent. Tu es trop à l'aise en appel télé. Et puis, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'autorités ici là, qui ont des enregistrements de ta part. Beaucoup même. M'a-t-on dit que beaucoup ont des enregistrements où tu racontes vraiment ta vie. Mais c'est regrettable. Sinon, les procureurs, les juges là, ils sont extrêmement prudents dans la communication. Extrêmement prudents dans la communication. Maintenant, le dernier point qui me touche, qui m'intrigue beaucoup, je parle de notre cas. Je n'arrive pas à comprendre, à saisir très bien cette situation-là. J'ai vu au Cameroun des diplomates de l'Union européenne, des diplomates français, américains, la SADC, ça c'est en Afrique centrale, la SADC, rencontrer l'opposant Chiroma. Pardon, aidez-moi à comprendre un peu. C'est-à-dire ces diplomates européens, c'est-à-dire occidentaux et africains, ont rencontré l'opposant qui a gagné les élections au Cameroun. Juste aidez-moi à comprendre. Pour lui dire d'accepter le poste de chef du gouvernement. Pour simplement reconnaître sa défaite, selon eux.
Or que tous les chiffres, les images donnent ce monsieur-là vainqueur de l'élection. Plus loin, Paul Biya est à son 8e mandat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8e mandat. On ne parle pas de 4e mandat, 8e mandat. Tandis qu'en Guinée, au temps du président Fakonde, on était à un 3e mandat, où tout le monde était vent debout. Pour un 3e mandat. Même si certains me parlent de la géopolitique. Mais ça, c'est pas de la géopolitique. Il a 92 ans. Plus le mandat là de 7 ans. Il aura 99 ans. À 99 ans, hein, il fera un 9e mandat pour avoir 108 ans. C'est-à-dire jusqu'à sa mort, il va diriger le pays. À peu près c'est comme ça. Mais ce qui est étonnant, je remercie ces médias burkinabés, ces médias congolais, j'ai suivi quelques médias, qui sont dépassés par le comportement des Occidentaux. Oui, ce matin-là, tout le monde est étonné. Tout le monde est étonné. Pourquoi l'Union européenne, la France, les Américains, la SADC se déplacent pour aller rencontrer l'opposant, d'accepter le poste. Cette fois-ci, c'est pas de la violence, parce qu'au temps de Maurice Kamto, l'anglophone là, ils ont laissé Paul Biya massacrer les anglophones. Ça, c'était permis. Mais cette fois-ci là, on va doucement, on change de méthode, parce qu'on sait que la victoire est indiscutable. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un 3e mandat. Vous avez validé le coup d'État, et voilà le type aujourd'hui, hein, le français aujourd'hui, qui se retourne contre, hein, son peuple d'origine. Parce que c'est un Français. Il est en train aujourd'hui d'intimider, de massacrer, aujourd'hui, de faire de son peuple d'origine ce qu'il veut. Personne ne lève le doigt. Les membres de la société civile sont en prison, les opposants sont en prison, les gens sont en exil. En Guinée, il y a 2 voies. Soit tu es pour Mamati, ou bien tu es en exil. Si tu veux rester en Guinée, il faut parler de Mamati, il faut manger Mamati, il faut respecter sa famille. Au cas contraire, tu fous le camp, tu quittes le pays. Et ça va, c'est conforme au voulu des Occidentaux. Je voudrais simplement que vous m'aidiez à comprendre comment on peut aller supplier celui qui a gagné, l'opposant, celui qui a gagné l'élection au Cameroun, d'accepter le poste du chef du gouvernement, et puis avec des postes ministériels, des postes juteux, pour juste reconnaître sa défaite. Et j'entends certains dire que s'il refuse, le gars n'a que, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Il a à son actif 3 choix. Soit en exil, aller en prison, ou bien la mort. On le souhaite carrément la mort. Et il a gagné l'élection. Hein? Vous comprenez ça? Donc, je pense que vous allez m'aider après à comprendre ça. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Nous avons fait un 3e mandat. Hein? Oh. Et voilà. Merci mon frère, merci beaucoup, c'est fort, merci. Aujourd'hui, ils sont en train, c'est-à-dire dans ce pays-là, Dieu. J'ai vu aujourd'hui un monde à l'inauguration des travaux du pont de Farana. Il n'y a même pas de route entre Farana. Quand je regarde tous ces exemples-là, tout ça là, nous allons revenir sur ça. Mais, chers compagnons, aidez-moi à comprendre pourquoi, d'un côté, vous condamnez le 3e mandat. De l'autre côté, vous suppliez, c'est-à-dire vous acceptez qu'un vieux de 92 ans, hein, fasse un 8e mandat. 8e mandat. Et je vais terminer par ça.
je voulais profiter et saluer Ben Youssouf. Ben Youssouf qui dit que... Ben Youssouf, vous connaissez Ben Youssouf, docteur Ben Youssouf, qui est candidat indépendant. Il nous apprend aujourd'hui qu'il n'est plus possible d'obtenir le parrainage. Hein? Qu'il n'est plus possible d'obtenir le parrainage. Vous comprenez ça? Mamadi Doumbouya a obtenu tous les parrainages. Mais aujourd'hui, il est interdit aux gens, aux responsables les plus avertis de parrainer quelqu'un aujourd'hui. Ah, mon frère Sekou Damaro, voilà, frère, je voudrais simplement savoir, comprendre un peu. Comprendre quoi, mon frère? C'est un peu surprenant, quoi. J'ai vu ça aujourd'hui, c'est comme ça, j'ai dit, hey, c'est comme ça, le monde tourne. Hein? Hey. Mais, M. Ben Youssouf, merci. M. Ben Youssouf, merci, parce que M. Ben Youssouf nous dit qu'il n'est plus possible d'obtenir un parrainage en Guinée. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Mamadi Doumbouya a été parrainé. Vous avez vu comment ça, chers occidentaux, vous avez vu comment ça fonctionne. Le monsieur a obtenu le parrainage. Hein? Et il paraît que certaines personnes ont commencé à obtenir des parrainages sérieux. Et on interdit à ces partis-là d'obtenir des parrainages. Je ne serai pas l'avocat de ces partis politiques-là, mais comprenez-moi que c'est le début de votre vie. Vous comprenez? Nous allons enchaîner avec ça, qui est très important. Les médias étrangers là me font rire. Il y a RFI qui va lancer l'appel d'actualité concernant la caution et les parrainages. On nous fait comprendre que la caution et les parrainages vont-ils verrouiller la présidentielle. C'est-à-dire, voilà ce qui va se passer. Et c'est ce que Ben Sekou Sylla nous fait comprendre. Les 800 et des 9, non, c'est 900. Attendez, je vais lire les chiffres. C'est 900 millions de francs guinéens. 40 milliards comme plafond pour les dépenses de campagne. Vous comprenez, ça dit 900 millions comme caution. Et la direction des élections demande 40 milliards pour les dépenses de campagne. 40 milliards. 40 milliards pour une élection qui est déjà connue. Pour la campagne. 40 milliards pour la campagne. Voilà pourquoi RFI a lancé l'appel d'actualité en disant que la caution et les parrainages vont-ils verrouiller la présence? Oui. Parce que si qui n'obtient pas le parrainage demandé par la DGA, la DGE, c'est que toi tu es exclu. Vous allez voir, comme l'a dit Ben Sekou, on dit les parrainages, il n'y a plus de parrainage. Donc il n'y aura plus de candidats. Il n'y aura qu'un seul candidat, il n'y aura que Mamadi Doumbouya. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire oui, c'est pas la faute de Doumbouya. Il n'y a pas eu de parrainage, ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas obtenu des parrainages suffisants. Vous allez voir le jour de la proclamation de la liste des candidats, il n'y aura que Mamadi Doumbouya, candidat indépendant, contre 0, parce que même Lansana Kouyaté n'aura pas de parrainage suffisant, même s'il y a Touré. Ils n'auront pas de parrainage suffisant. Et à la tête. À la tête. Je vais terminer par les mines. Je pense avoir regardé la vidéo. Je ne sais pas où si je l'ai ici. Ah, Ousmane Gawal. Bravo. Méouti, on se reprend après Ousmane Gawal. Que dans 5 ans, la Guinée pourra construire, réparer et assurer la maintenance des super tankers. C'est-à-dire les bateaux. Hello. Oh, no. Allahu Akbar. Ma sœur Adamaoudi, comment vas-tu? Yeah. Oh, no, Yulmi. Dans 5 ans, la Guinée pourra construire, réparer et assurer la maintenance
hein, des super tankers, c'est-à-dire des bateaux. Ah, ministre des Transports, Ousmane Gawad Dafori. Eh, Ousmane Gawad. Et là. Tonton Sellou Baldé, Sellou Baldé. Ah, Sellou Baldé. Mamadou Sellou Baldé. Nous exprimons aujourd'hui haut et fort notre désir collectif que vous soyez candidat le 28 décembre 2025 afin de garantir la continuité d'une action qui a déjà commencé à transformer notre nation. Eh, mon frère Bachir, il faut m'aider. Yandi Koto, il faut m'aider. Non, c'est pas la peine. Non, MHD, il faut pas rire. MHD, il faut pas rire. Il faut pas. Non, 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 MHD. Tu n'as pas raison de rire. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Est-ce que c'est moi? Non. Non, c'est pas la peine. Ça, c'est intéressant. Je vais lire ça rapidement. Ah non, Brian Lincoln, pardon, il faut pas... non, voilà, ça c'est passé. Voilà, attendez, je vais d'abord trouver la vidéo rapidement. Voilà. Et voilà. Yo, la Guinée va faire les bateaux là, les tanks. Non, vous aussi, dosez. Pardon, dosez. Dosez. Dosez vous aussi. Dosez. Le mensonge là, dosez ça un peu, pardon. Dosez ça, c'est fort. C'est trop fort. Oh, je cherche la vidéo là, s'il vous plaît. Je cherche la vidéo là. Je voulais vous montrer ça, quoi. Franchement, toutes ces... Je voulais vous montrer ça, mais j'ai... Bon, c'est pas grave. Si je ne trouve pas, on se reprend après. Il n'y a pas plein. Je vais lire... où j'ai mis ça. J'ai mis ça, où j'ai mis ça. Ok, je m'excuse beaucoup, j'ai perdu la vidéo. Et pourtant, je l'avais gardée quelque part. Voilà. Écoutons ça un peu. Juste là, écoutons ça un peu seulement, juste un peu. Ça veut dire que faire des exigences, c'est que c'est un investissement. Entre les investisseurs dans ce projet qui sont à la fois américains, anglo-américains et chinois, qui sont majoritaires. Risque de paralysie. Risque de paralysie. Important de souligner, c'est que, et c'est ce qui nourrit peut-être la suspicion sur la souveraineté, etc., c'est que ces contrats n'ont pas été rendus publics. Ce qu'il faut noter, et ce que moi je cherche à dire aux dirigeants guinéens, un tel projet ne doit être basé sur une stabilité politique. Cette relance du projet, elle a nécessité 21,5 milliards de dollars d'investissement. Elle est opérée, je le rappelle en détail, par une alliance composée du géant anglo-australien Rio Tinto, de plusieurs entreprises chinoises, dont Chinalco, Baowu Steel et le groupe Ongiago. Il s'agit du plus gros investissement au monde qui réconcilie les géants asiatiques, occidentaux, autour d'un projet. Mais quelles sont les garanties ? Je reviens un peu à ce que vous expliquiez, de souveraineté pour la Guinée. La question de la souveraineté est primordiale. En fait, c'est pour ça que j'ai dit la souveraineté se retrouve, comme l'a dit tout à l'heure Barry, c'est ça. Et en fait, c'est le contrôle la Guinée est propriétaire, mais est-ce que la Guinée a le contrôle de ses projets et d'exploitation de ses ressources? C'est ça la question de la souveraineté. La question de souveraineté, c'est justement qui décide de la part de la Guinée. Maintenant, c'est 15%. Est-ce que c'est suffisant? Comment la Guinée pourra faire en sorte que ses parts puissent augmenter, même si indirectement, ça veut dire que faire des exigences à ce qu'il y a un investissement dans le social et dans l'économie locale, la création d'emplois, tout ce que vous voulez en parallèle. La Guinée peut négocier ces investissements dans le domaine social. Maintenant, est-ce que la Guinée a la capacité, actuellement, à l'état actuel des choses, de pouvoir décider ou de pouvoir orienter les choses dans ce sens, en sachant que ces investisseurs sont très frileux. Dès lors que ce projet ne sera pas rentable, ils ne seront pas là.
Donc maintenant, l'équilibre est trouvé, c'est que la rentabilité de ces projets et aussi la rentabilité pour l'État en gardant cette souveraineté dessus. Voilà, ce qu'il dit là, ce que lui dit là, c'est-à-dire le débat là, je le suis jusqu'à la fin. C'est Simandou là quoi. Et on parle de souveraineté. Le monsieur dit que les 15% là, est-ce que vous l'avez bien compris? C'est-à-dire les 15% là, qui garantit ces 15%? Est-ce que nous avons les moyens? Il dit la Guinée est propriétaire, mais est-ce que la Guinée contrôle? La Guinée est propriétaire de Simandou. Est-ce que la Guinée contrôle Simandou? La part de la Guinée aussi, les 15% là, qui gère ça? Il parle que les sociétés sont frileuses, oui, c'est vrai. Parce que les sociétés là, s'ils trouvent que ce n'est pas nécessaire, ils vont partir. Ça, c'est clair. Voilà une société qui, déjà, part aujourd'hui. Je vais lire le document. Mais nous allons revenir sur ça dans un autre live. L'affaire de Simandou là, a dit quand même à Sinimandi, c'est-à-dire, il va un film là. Il va un film là, un film va tourner. Vous savez comment on tourne les films là? Tout est préparé déjà. Il va un film tourner, c'est comme ça va se passer. Simandou ko keto ounyale. Moi, je vais lire le document là pour nous. On laisse ça. Je vais lire ça pour vous. Vous allez comprendre que ce que le monsieur a dit là, c'est ça. Voilà le document d'Afrique intelligent. On dit Bauxite. Bouygues quitte le pays. Il y a une société qui quitte le pays encore. Et voilà ce qui s'est passé. On dit DTP Mining. DTP Mining, filiale de sous-traitance minière du géant français du BTP, refuse de continuer à travailler sur le site de Tinglinta. Précédemment exploité par Guinée Aluminium Guinée Alumina. Et aujourd'hui relancé par la société publique Nimba Mining CO. Vous savez, depuis que la Guinée a repris, comme il parle de souveraineté, depuis que Nimba Mining, qui appartient à Djiba Diakité, à la famille de Doumbouya, ont repris la place de l'autre société là. Voilà, DTP Mining aussi dit qu'il part, parce qu'il ne peut pas travailler avec eux. Je continue. DTP Mining, la branche minière du français Bouygues Travaux Publics, abandonne la Guinée sans faire de bruit. Abandonne la Guinée sans faire de bruit. Le 10 octobre, Charles Alemagny, le directeur général adjoint de Bouygues Travaux Publics, a signifié par courrier cette décision au ministre des Mines, Bouna Sylla. Guissé, merci beaucoup. Dans sa lettre, Charles Alemagny justifie sa décision d'arrêter ses activités en Guinée par un risque, écoutez, un risque répétationnel en raison d'une publication sur ses réseaux sociaux du journaliste activiste français Thomas Dietrich. Ce dernier y affirmait que Bouygues reprenait le site minier exploité auparavant par Guinée Alumina Corp, c'est-à-dire GAC, dans le nord du pays grâce à des deals juteux proposés à la junte de Mamadi Doumbouya et à sa famille. C'est la vérité. Voilà. Le document est là-bas. Hein. En réalité, les motivations de Bouygues sont avant tout économiques. Dirigé depuis Paris par Ronan Leroy, DTP Mining aurait une créance impayée de plusieurs dizaines de millions de dollars due par son client GAC, filiale d'Emirates Global Alumina. IGA, Conakry a signifié à ce dernier, début août, la fin de sa cessation et de sa concession, dont il tirait chaque année quelques 14 millions de tonnes de bauxite. Écoutez, il tirait chaque année quelques 14 millions de tonnes de bauxite. DTP Mining, dont c'était le seul site en Guinée, était le premier sous-traitant extractif de GAC. Et maintenant, il quitte le pays. De nouveaux sous-traitants recherchés. L'État qui a transmis les actifs miniers de GAC
au groupe public Nimba Mining, piloté par l'ingénieur français Patrice L'Huillier, espérait reprendre rapidement l'exploitation minière du site grâce au concours de DTP Mining. Ce dernier a laissé sur la base minière du Tengelinga une flotte de plusieurs centaines d'engins miniers inactifs depuis octobre 2024. Date à laquelle les autorités ont mis un arrêt à l'exploitation par GAC. Nimba Mining s'est donc lancé à la recherche de nouveaux sous-traitants extractifs pour prendre la suite de DTP Mining. Ce dernier va quant à lui vendre l'ensemble de ses équipements véhicules stationnés à Tinglinta à n'importe qui. Ce qui est sûr et certain, c'est un échec total dans ce contrat de Nimba Mining. Vous avez vu, non, c'est pas moi qui ai écrit. Hein. C'est ce qui s'est passé. Mais vous ne verrez jamais le ministre Bouna parler de ça. On dit ce qui est sûr, ça a été un échec. C'est-à-dire, vous reprenez une société, vous chassez GAC, vous reprenez la société et vous n'arriviez pas à vous imposer parce que vous n'avez pas d'équipement. Les équipements appartiennent à DTP. Donc, eux là aussi, ils partent. Ils disent qu'ils vont vendre ce qui les appartient, tous les équipements. Maintenant, là, vous qui tapez votre poitrine là, de souveraineté, vous n'avez pas d'équipement. À vous l'antenne. Qu'on cherche maintenant des preneurs. Bande de médiocres. Toutes les sociétés qui ont signé des contrats avec la gouvernance du président Fakonde, vous le chassez par égoïsme. Maintenant, voilà. On fait.